Alors, du coup, pour le webinaire de ce soir, notre intervenant Rémi va nous donner des clés de communication pour parler d'écologie, de climat au public chrétien. Alors, pourquoi ça? Ben, parce que parfois c'est pas un sujet facile à aborder de manière générale. À tout le monde, c'est pas un sujet facile à aborder quand nous on est convaincus de l'importance du changement climatique. Mais c'est vrai que parfois au public chrétien, bah, ça peut être compliqué. Il peut avoir des freins, même des freins bah, par rapport à la foi des personnes. Et c'est vrai que c'est un sujet qui peut provoquer beaucoup de frustration. Mais c'est pour ça que ce soir, on vous propose de prendre un petit peu de hauteur. Voilà, Rémi Barra, qui est associé en communication et en stratégie à Parlons Climat, va nous donner du coup 5 conseils pour parler d'écologie aux chrétiens. Mais ces 5 conseils qui s'appuient sur une enquête réalisée en 2023 par l'IFOP avec Parlons Climat et Arocha. Euh, du coup, ça va pouvoir un petit peu nous aider à y voir un petit peu plus clair. Je vous mettrai les liens de l'enquête ben, dans le chat et aussi le lien d'un webinaire qui a été organisé précédemment avec le CNEF qui aborde aussi un autre côté de l'enquête. Mais voilà, je remercie Rémi d'intervenir et Avec, je te laisse la parole. avec plaisir, merci beaucoup. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là ce soir. Donc on va passer une heure et quart, où je vais vous présenter un certain nombre de conseils, effectivement issus en grande partie d'une enquête qu'on a réalisée auprès d'un panel de pratiquants chrétiens, catholiques et protestants. Euh, à noter par ailleurs que on est aussi en train de travailler sur un support similaire, avec un angle un tout petit peu plus spécifique au public évangélique et luthéro-réformé. Donc voilà, sachez qu'ici on est sur un point de vue et des conseils qui sont relativement génériques, mais qu'on a en préparation quelque chose de plus spécifique. Donc ceci étant dit, je voulais simplement me présenter rapidement et on va faire le test. Les slides circulent, donc on est bon. Parlons Climat, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une association d'intérêt public dont l'objectif est de mobiliser de nouveaux publics en faveur de la transition écologique. Et donc, très rapidement, on a 3 missions. On fait des études, telles que celles qu'on a évoquées et qu'on va réévoquer au cours de ce webinaire. On mesure, on analyse l'opinion vis-à-vis du climat, de la transition et des politiques publiques, on réalise des sondages, des enquêtes, etc. On a une partie, un rôle de transmission, donc on diffuse ensuite cette connaissance, on fait en sorte de la transmettre, qu'elle soit transmise aux personnes, aux institutions, aux groupements qui sont potentiellement intéressés par les publics qu'on a étudiés. Et puis une dernière partie qui finalement est assez représentative de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, qui est une partie de communication. On essaye en fait d'en tirer des leçons. Connaissance du public, c'est bien, mais comment on communique auprès de ces publics, comment on communique mieux, comment on évite effectivement de polariser sur les sujets de l'écologie et de la transition. C'est une partie de mon rôle chez Parlons Climat sur cet aspect communication. Donc on est 4 chez Parlons Climat, on est une petite structure, et moi effectivement je m'occupe plutôt de la partie stratégie et communication. Et pour vous en dire rapidement sur mon profil, moi j'ai travaillé une dizaine d'années en agence de communication, plutôt sur des problématiques de communication digitale et communication sensible. Voilà pour la rapide présentation. Comme je vous l'ai dit, on va commencer par des premiers conseils en communication qui sont directement issus d'une étude qu'on a menée effectivement avec Arocha en se basant sur des données de l'IFOP. Donc on a étudié une partie de la population française, enfin un panel représentatif de la population française, et puis un panel plus réduit de pratiquants chrétiens, catholiques, protestants. Et on a essayé de les interroger sur leur rapport à la fois et au climat, à la transition, et de voir justement les liens qui pouvaient être faits entre les deux. Cette étude, alors vous pourrez sûrement, si c'est, je crois que tu l'as déjà fait Sophie, donc vous pourrez y accéder, vous pourrez voir en détail les résultats de l'étude qui portent globalement
sur les populations de chrétiens. Mais si je devais résumer en 3 points ce qu'on en ressort euh, euh, ici ce soir, c'est que globalement, les chrétiens ont conscience de la crise environnementale et une large majorité de ceux qu'on a interrogés, encore une fois, ce ne sont pas tous les pratiquants et les chrétiens. Le panel qu'on a interrogé, ce panel est en accord avec l'impératif de changement des modes de vie. Un premier point assez important à avoir en tête, c'est que l'Église est attendue sur le sujet, en tout cas c'est ce qui ressort des résultats et de ce qu'on a reçu de la part de ceux qu'on a interrogés. Plus de la moitié des répondants, catholiques comme protestants, estiment que c'est le rôle de l'Église avec un grand E que de parler d'environnement et de changement climatique. Néanmoins, il y a des marges de progrès pour renforcer le lien entre spiritualité individuelle et respect de la création. On voit que ce n'est pas évident pour toutes les populations qu'on a interrogées. La moitié des catholiques et protestants pratiquants interrogés sont sensibles à l'écologie, mais ne font pas le lien entre leurs opinions et leur spiritualité. Voilà, il y a à la fois quelque chose de finalement d'assez évident, on voit que il y a un travail à faire encore, mais en même temps, on n'a pas de frein majeur à ce que ce chemin et ce cercle vertueux entre les deux se fasse. Et le troisième point, ce qu'on retient, c'est que les pratiquants ont une forte envie d'agir, mais des doutes sur les moyens les plus efficaces à mettre en œuvre. Bon, c'est pas très loin finalement, hein, si vous avez en tête les études qu'on a auprès de la population française. On sait qu'on a toujours ce côté, cette volonté d'agir, mais voilà, beaucoup de freins hein, sur les leviers pour le faire. Donc une majorité des catholiques et protestants qu'on a interrogés aimeraient en faire plus, mais ils sont près de la moitié à ne pas savoir quoi faire pour agir. Voilà, très schématiquement, encore une fois, vous pourrez retrouver l'essentiel euh, des enseignements dans les liens auxquels vous pourrez accéder. L'idée, on va passer en revue 5 conseils voilà, que j'ai pu faire émerger de cette étude qui nous permettent d'en dégager quelques enseignements en matière de communication auprès des publics qu'on a interrogés. Donc à chaque fois, je vais partir euh, d'un fait, de ce qu'on a retenu de l'étude, et ensuite j'illustre avec ce qu'on pourrait en retirer en matière de conseils. Donc premier conseil, choisir les bonnes expressions pour engager. Ce qu'on a identifié dans notre étude, c'est qu'il y a des affirmations qui associent foi et écologie qui génèrent de l'adhésion. On les liste ici, on a fait un petit top. C'est pas un sondage avec des questions ouvertes, c'est-à-dire qu'on leur a donné une liste d'une quinzaine d'affirmations et ils ont dû les classer. Donc voilà, c'est normal de ne pas avoir toutes les variations dans les arguments, mais en tout cas, ces phrases-là, ces affirmations, pardon, génèrent de l'adhésion. Prendre soin de la Terre, c'est aussi prendre soin de mon prochain, c'est celle qui arrive en premier. Tout le monde, la majorité des personnes qu'on a interrogées sont d'accord. En tant que chrétiens, nous sommes les gardiens de la création. Nous devons faire le maximum pour en prendre soin pour nous et les générations futures. Deuxième argument. La Bible contient de nombreux passages qui évoquent l'impératif de la préservation de l'environnement. Et tous les chrétiens devraient être écologistes car l'écologie correspond aux valeurs bibliques. Vous voyez qu'on a déjà des notions, des liens entre foi et écologie qui peuvent être intéressantes à avoir en tête. Et on a aussi d'autres expressions qui génèrent moins d'adhésion. Là, on les a classées parmi celles qui en générer le moins. Donc les chrétiens parlent trop d'écologie et des sujets plus importants. Donc la majorité de ceux qu'on a interviewés ne sont pas d'accord, qu'on a sondés, pardon. Le bien-être humain passe avant la nature, l'être humain possède une dignité supérieure. Pareil, pas d'accord. L'écologie est une nouvelle religion qui sacralise la nature, ni la place unique de l'humain dans la création. Dieu est tout-puissant et trouvera une solution face au changement climatique. Donc, vous voyez ces expressions, vous avez peut-être aussi en tête d'autres expressions qui peuvent voilà, générer soit de l'adhésion, soit du rejet. En tout cas, c'est celle qu'on a ici testée. Vous pourrez voir que dans l'étude, vous aurez la différence et les nuances entre les publics catholiques et protestants. Des nuances qui sont légères sur certains arguments, mais qui globalement, sur les classements que je vous ai montrés, sont assez peu signifiants. Donc, ce qu'on en retire, nous, en termes de recommandations, c'est que finalement, quand on observe de ça, c'est que les références théologiques, et notamment les passages de la Bible, continuent à être plébiscités. Ce sont des supports de communication. Enfin, ce sont des références qui sont importantes dans les supports de communication pour illustrer ou justifier une action ou un dispositif. On voit qu'elles sont citées et on voit qu'elles touchent. Donc ça, c'est premier conseil. C'est souvent ce qui est fait hein, en priorité, mais c'est quelque chose en tout cas qui fonctionne, il faut se le dire.
En tout cas, c'est ce que nous dit notre panel. Éviter les expressions toutes faites sur l'écologie. On voit aussi que certaines expressions peuvent provoquer des résistances. Parler de l'idée de transition, bon, c'est des termes qui peuvent être polysémiques, qui peuvent paraître un peu flous. Tout ce qui peut être un peu statutaire, devenez écolo, devenez plus écolo, travaillez votre empreinte carbone, on y reviendra après sur les autres conseils. Mais la notion d'empreinte est un peu difficile, peut être un peu difficile à traiter quand on fait le lien avec des arguments théologiques. Donc éviter les expressions toutes faites et mettre en avant des bénéfices collectifs et intergénérationnels de ces actions. On voit que les justifications euh, intergénérationnelles, agir pour nos enfants, pour tous, pour les générations futures, ça c'est des choses qui paraissent importantes, intéressantes et en tout cas ne génèrent plus de l'adhésion que du rejet. Voilà pour le premier conseil. Je ne sais pas si vous avez déjà en tête, peut-être petit sondage, mais des mots ou des expressions sur l'écologie qui associent foi et écologie et qui engagent ou plutôt qui repoussent. N'hésitez pas à en mettre dans le chat si vous en avez. En tout cas, c'est un premier conseil. Nous, la façon dont on peut l'illustrer, c'est avec notamment le site d'Arocha lancé récemment, Question de foi et d'écologie, où vous pourrez justement retrouver pas mal d'articles qui invoquent justement certains passages de la Bible pour faire un lien entre foi et écologie. C'est intéressant de trouver voilà, des ressources, et celle-là en est une qui vous permettent de trouver les bonnes ressources pour faire ce lien. Je donnerai encore d'autres ressources au cours de ce webinaire. Ça vous va pour le premier conseil? Oui, écologie, effectivement, ça c'est tout à fait vrai. Nous, on interroge aussi certains pas forcément des croyants ou des pratiquants, mais on interroge effectivement sur le statut même euh, d'écologiste. Est-ce que vous vous considérez comme écolo? Et c'est vrai qu'on a vraiment des réactions diverses. Certains pensent effectivement, certains n'associent pas forcément de connotation négative et d'autres plutôt effectivement y associent une connotation politique très forte. Et donc c'est effectivement quelque chose qui peut être un repoussoir, alors qu'en réalité, ce que ça enferme peut générer de l'adhésion. Oui, conversion, effectivement, voilà. Et on reviendra après sur ces mots, mais quand on parle aussi de bilan, faites votre bilan, c'est aussi des choses qui peuvent agir comme des repoussoirs. Alors évidemment, quand on parle voilà, de transition, de conversion, quand on fait le lien avec la foi, ça peut être problématique parce que c'est polysémique. Deuxième conseil, mettez en avant des sources tierces pour crédibiliser votre propos. L'enseignement de l'étude qu'on a réalisée avec Arocha nous dit que quand on interroge sur les sources d'information sur l'environnement considéré comme fiable, arrivent en premier les proches, la famille, les amis, les collègues. Première source d'information fiable sur le climat, donc ça veut dire, on se dit effectivement qu'il va falloir trouver une façon d'impliquer ou en tout cas d'utiliser ces échanges. Et puis les scientifiques. Avant, les responsables religieux scientifiques, interlocuteurs privilégiés pour plus de 74% de l'échantillon qu'on a interrogé, devant les responsables associatifs et donc devant les responsables religieux qui ne sont vus comme des acteurs de confiance que par la moitié des pratiquants, des acteurs de confiance sur l'environnement, évidemment. Donc, c'est intéressant. L'enseignement qu'on en retire, c'est que il faut mettre dans les événements, dans les actions de terrain, dans les communications, des experts, inclure des experts scientifiques, journalistiques ou des responsables associatifs spécialisés, c'est-à-dire qu'il faut utiliser des ressources de confiance externes autres que des responsables religieux dans les dispositifs, dans les communications, dans les initiatives à l'échelle locale. Ça paraît être important. Euh, et puis compléter les sources théologiques avec des sources scientifiques ou journalistiques récentes. On voit bien que la source scientifique en soi ne fait pas tout, mais qu'en tout cas, c'est une source considérée comme fiable, et donc il paraît important de les inclure dans les dispositifs de communication. Pour illustrer ça, voilà, quelques recommandations qu'on peut avoir. Alors, comment trouver effectivement des bonnes sources scientifiques, comment inclure des experts? Alors, à l'échelle locale, on peut trouver des experts
comme les membres du GREC, GREC, groupements régionaux d'experts sur le climat, qui sont disposés à travers la France et qui permettent de faire ce lien en fait entre les sphères académiques, le monde de la recherche et non académique, associatif, voilà, d'intérêt public. Et donc, euh, il y a plein de groupements qui agissent. Alors, c'est difficile d'avoir quelque chose qui rassemble tous ces groupements, mais à une échelle locale, vous pouvez en trouver et donc vous pouvez être mis en relation avec des scientifiques qui peuvent potentiellement intervenir à vos côtés ou en tout cas vous conseiller, vous aider à trouver à faire le lien avec les sources scientifiques. Une autre source que j'ai trouvée assez récente, c'est les ressources du CNED, qui propose, qui propose une sorte de b.a.-ba sur le climat et la biodiversité. Donc c'est un webinaire, une formation qui est gratuite et ouverte à tous et qui permet d'acquérir les connaissances voilà, fondamentales sur le changement climatique. C'est assez intéressant et ça permet à chacun aussi de s'auto-former, entre guillemets, ou en tout cas, et d'identifier des ressources scientifiques qui peuvent être intéressantes. On a ici les ressources de l'IFSL, c'est l'Institut de recherche en sciences, c'est un institut de recherche en sciences sur le climat, qui, pareil, vous aurez les liens hein, ensuite, ou peut-être que Sophie, tu peux les mettre en même temps, mais sinon vous les aurez sur le document, et qui, pareil, fait des questions-réponses très précises et qui permettent justement d'avoir voilà, des références scientifiques sur ces sujets. Encore une fois, c'est des choses que vous pouvez trouver assez naturellement, mais je vous fais une petite sélection. Les articles de Météo France sont intéressants parce qu'ils sont orientés aussi et conçus, écrits pour le grand public, posent aussi des questions assez clés, et puis sans doute aussi plus voilà, sur des choses plus récentes, sur l'été, sur ce qui s'est passé cet été par exemple. Vous avez aussi des sites de vulgarisation scientifique qui peuvent être intéressants. La Bon Pote, vous devez peut-être le voir passer, il est très actif notamment sur les réseaux sociaux, mais il pose aussi des questions, des réponses aux questions fréquentes en mettant en avant justement des ressources scientifiques. Toujours pareil, orienté un peu grand public, donc c'est des ressources intéressantes, je pense, pour faire ce lien entre différents publics. Ça, vous devez peut-être les connaître. Voilà, il y a eu, je ne sais pas si vous connaissez ça, les 12 discours de l'inaction climatique. C'est un des contenus phares du site Bon Pote que j'évoquais juste avant. Donc pas mal de ressources, des infographies, des choses prêtes à l'emploi qui peuvent être intéressantes. Autre site aussi de vulgarisation, c'est le Média Vert, qui est un média indépendant, qui traite aussi de l'actu écologique, mais avec un point de vue scientifique assez rigoureux. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à les parcourir ou à y rechercher ou à y poser vos questions. Ça permet aussi de compléter vos sources avec des données scientifiques. Et puis quand on pense à la façon de faire le lien entre ces ressources scientifiques et sources théologiques, alors évidemment, ce que fait Arocha est intéressant, et notamment ce que propose le réseau ambassadeur, dans le sens où on a une partie de ce réseau qui est présent à l'échelle de la France et qui peut aussi aider les différents acteurs, différents organismes à organiser, à mettre en place des dispositifs et des actions. Si Johanna est là, peut-être qu'elle pourra Oui, compléter. je peux compléter rapidement. Alors déjà, bah, ce soir, on a pas mal de nos ambassadeurs qui sont connectés et donc merci à vous d'être là. Nos ambassadeurs ont pour mission de sensibiliser à la crise écologique et à la mission du chrétien par rapport aux soins de la création. Donc, si vous voulez inviter un ambassadeur dans votre église, c'est possible. Ça peut être, ils peuvent être des très bonnes ressources pour sensibiliser, faire différents types d'interventions, voilà, pour commencer à parler de cette question dans votre église. Et puis, si vous êtes déjà un petit peu avancé, vous pouvez aussi demander à devenir ambassadeur. Voilà, on pourra se rencontrer en entretien et rejoindre le réseau. Ça vous permettra aussi de faire plein d'interventions dans des églises ou dans différents événements. Merci. Donc effectivement, voilà, ressources à solliciter en cas de besoin, et puis effectivement, réseau qui peut s'agrandir aussi avec, voilà, avec les bonnes volontés. D'autres ressources aussi, dont d'ailleurs la plupart sont listées, référencées sur le site d'Arocha, dans la bibliographie, dans la partie bibliothèque.
avec des ouvrages d'ailleurs qui sont aussi disponibles gratuitement, hein, soit en e-book, je pense à l'Évangile des changements climatiques. Ça aussi, c'est des choses voilà, auxquelles vous pouvez accéder. Je pense que vous en connaissez déjà certains. Mais il y en a d'autres qui sortent. Et d'ailleurs, du coup, Johanna peut nous présenter aussi un ouvrage qui n'est pas encore sorti, c'est ça, mais qui est à paraître. Oui, il est en impression et en précommande du coup. C'est mon premier livre, Disciple de Christ jusque dans ma poubelle. Le principe de ce livre, c'est que je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire d'être disciple de Christ dans mon mode de vie, dans ma relation avec la création et les impacts de mon mode de vie. Et donc j'ai pris des principes bibliques comme aimer Dieu, aimer son prochain, pratiquer la justice, vivre simplement. Et j'ai essayé de voir de manière très pratique qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça peut signifier dans notre quotidien. Donc voilà, c'est un livre qui fait vraiment le lien entre les enseignements bibliques et une manière possible de les appliquer pour un mode de vie plus respectueux de la création. J'ai écrit ce livre qui a un peu la suite et une manière d'être plus complète. À la base, j'avais commencé un blog, lafamilleverte.fr, avec justement toutes ces choses très très pratiques concernant le mode de vie, mais aussi une catégorie où je cherchais à faire le lien entre la foi et le soin de la création. Donc avec voilà quelques articles basés sur ce que la Bible nous enseigne et comment on peut le comprendre nous en tant que chrétiens. Voilà, et quand on parlait effectivement du site Questions de foi et d'écologie, là sur le blog aussi sur la famille verte et sur cette rubrique dans la Bible, vous avez aussi des liens entre effectivement euh, certains passages et puis certains impératifs qu'on peut se donner. Donc ressources à avoir en tête. Est-ce qu'il y avait des questions pour cette partie-là? A priori, c'était. N'hésitez pas en tout cas. Et effectivement, le livre est en précommande, donc voilà, les liens sont dans le chat. Super ressource en tout cas voilà, pour travailler justement tout ce qu'on est en train d'évoquer ce soir. Troisième conseil, donc on l'a vu, c'est important effectivement d'avoir des ressources scientifiques, mais on a vu aussi la prégnance justement de la famille et du cercle familial proche, du réseau d'amis comme ressource et comme source de référence. Autre enseignement de notre étude qui est assez proche finalement de ce qu'on vient d'évoquer, c'est que quand on demande justement quels sont pour les pratiquants qu'on a interrogés les espaces propices à la conversation sur le climat, sont cités en priorité les proches. Donc entre 87 et 92% des catholiques et protestants abordent ce sujet au sein de leur cercle proche, famille, amis. Donc vous voyez qu'il y a tout cet intérêt de voir comment on peut exploiter, en tout cas comment on peut utiliser ces échanges-là pour agir, pour pousser à l'action. Deuxième espace, les réseaux sociaux, forums et groupes de discussion, qui sont des espaces a priori propices à la conversation pour 50% des pratiquants. Je ne sais pas si vous avez déjà, c'est des choses que vous évoquez sur vos propres réseaux. Et puis au sein de l'Église, quand même, qui arrive en troisième position, 40% des catholiques pratiquants et 53% des protestants abordent le sujet au sein de leur Église. Donc ce qu'on en retient comme conseil, c'est que finalement, on peut inciter les membres de la communauté à raconter ce qu'ils ont changé de leur quotidien au sein de leur famille. Et c'est des choses qui peuvent être intéressantes à diffuser sur des supports de communication. On voit avec le blog de Johanna, mais on va aussi évoquer peut-être d'autres initiatives qui permettent justement d'inciter les membres d'une communauté à échanger sur ce sujet, et puis utiliser ensuite comme support pour faire rayonner ces échanges. Proposer des actions ou des programmes qui permettent d'échanger à l'échelle collective au sein de sa famille ou de son groupe d'amis. On va vous donner quelques exemples. Peut-être que vous connaissez The Week, le programme d'Église verte, famille, le Christ vert, de la fresque sur le climat. Voilà des choses, je vais essayer de vous les passer rapidement, mais vous devez certainement en connaître déjà certains. Et puis, imaginez des espaces en ligne. On n'a pas beaucoup aujourd'hui d'espaces de référence qui font justement, en tout cas sur les réseaux sociaux, qui font qui font référence sur les sujets de foi et d'écologie, et peut-être aussi quelque chose, en tout cas, à créer, à inventer. On mettra voilà, quelques exemples aussi de qu'on a pu trouver, mais il n'y a pas encore, il me semble en tout cas, au-delà effectivement des réseaux sociaux, des entités que je viens d'évoquer, bien sûr. Donc quelques illustrations. Alors pour partager les connaissances,
en groupe ou en famille. L'exemple de The Week est hyper intéressant. Si vous le connaissez pas, donc c'est la semaine en français. C'est une expérience qui propose en gros de vivre une semaine d'échange et de partage avec des amis, en famille, à la maison ou avec son groupe spirituel. Donc on le voit, hein, il propose vraiment des choses un peu spécifiques pour les groupes religieux. L'idée, qu'est-ce que c'est? C'est de faire une semaine, de faire 3 jours en gros avec un petit groupe. Donc on se réunit 3 fois dans une semaine et à chaque fois on se retrouve pendant une heure et demie avec un film et 30 minutes de conversation à l'issue pour échanger au sein de son groupe. Donc c'est assez intéressant, c'est gratuit et chacun peut le faire, peut organiser. On peut choisir ses invités, on choisit 3 dates et on inscrit son groupe. Et puis là encore, Johanna l'a fait, donc elle va pouvoir effectivement nous expliquer un tout petit peu comment ça fonctionne et ce que vous avez pu en retirer aussi en termes d'expérience. Oui, alors Très bien. on l'a vécu avec plusieurs collègues en France. Il y a de l'écho, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah, je crois que c'est le micro d'Isabelle qui était ouvert. Voilà. Donc on s'est retrouvés au domaine des Courmettes et on était là sur une semaine. Donc on a essayé de visionner les 3 films. Bon, dans les faits, le 3e film, on l'a vu après, mais voilà, on n'a pas tout à fait respecté les règles du jeu. La première soirée, c'est un film qui fait vraiment l'état des lieux par rapport à la crise écologique. Donc ça peut être assez difficile à regarder, surtout si on n'est pas encore trop au courant, qu'on n'a pas pris la mesure de tout ce qui est en jeu. Donc à la fin du visionnage du film, qui dure 1 heure, on a un temps de discussion d'une demi-heure où chacun peut s'exprimer par rapport à ce qu'il a vu dans le film. Voilà, comme ça, qu'on reste pas juste sur le choc de la découverte de la crise écologique et toutes ces horribles conséquences. Le 2e film, il est plutôt un film d'analyse où on essaie de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Beaucoup plus facile à regarder. Pareil, après, il y a un temps d'échange d'une demi-heure où chacun a l'occasion de s'exprimer. Et après, on peut passer au 3e film, là, qui est plutôt tourné vers l'action. Donc, c'est un peu le qu'est-ce qu'on fait maintenant. Donc là, on voit plein d'exemples de gens qui ont mis en place des super projets un petit peu partout. Et après, pareil, on termine la session avec un temps d'échange et de discussion. Voilà. D'ailleurs, on va vous proposer avec Arocha de vivre The Week. Alors, on va pas le faire sur une semaine puisqu'on va le faire en visio. Donc, 3 visios dans la semaine, on a trouvé que c'était un peu trop. Donc, on va faire 3 jeudis de janvier. Là, on vous invite à vivre l'expérience avec nous en visio. Voilà. Ah bah super. Je ne l'ai pas faite, moi, cette expérience, mais effectivement, ça donne bien envie de participer. Bon, super si vous allez mettre ça en place. Hâte d'avoir les retours d'expérience. Donc, The Week, outil intéressant. Et puis, en plus, ça permet après, sur la base des expériences, voilà, de passer aussi à l'écrit, d'essayer potentiellement de noter ce qui a été appris, d'échanger ensuite plus longuement. Mais vous voyez que ça fait partie des programmes et des outils clés en main qui sont assez adaptés finalement voilà, à des groupes, religieux. Intéressant. D'autres outils qu'on peut évoquer, n'hésitez pas dans le chat à nous dire si c'est des choses que vous avez faites ou que vous connaissez. Donc le programme Église Verte Famille, donc déclinaison du label lancé assez récemment, qui a été conçu par un groupe de travail de responsables catholiques et protestants. Et l'objectif, c'est justement d'accompagner les familles dans un chemin global de conversion. Vous aurez la vidéo, je vous la mets peut-être pas ici pour qu'on ait le temps de tout regarder, mais vous pourrez regarder cette vidéo de présentation. Là, vous avez une idée un peu sur le parcours, simplement pour vous montrer que c'est quelque chose qui alterne à la fois rencontre avec d'autres familles, temps de partage. Enfin, voilà, c'est un programme qui est beaucoup plus long, en tout cas que voilà, The Week, on est sur quelque chose d'assez court. Là, on est sur un programme qui peut être plus long, qui peut durer 2 ans. Voilà, s'il y a des représentants d'Église Verte, on pourra peut-être en parler à l'issue de ce webinaire. N'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus, mais c'est un programme intéressant quand on parle justement de révéler, d'accompagner, de mettre en valeur les conversations qui ont déjà lieu au sein des familles. Ça peut être un programme intéressant. Autre initiative que j'ai trouvé pas mal, le Christ vert, je ne sais pas si vous connaissez.
C'est lancé à l'initiative d'Étienne Grenet, qui est un docteur en théologie. Et il a lancé à la fois un livre où il parle effectivement de enfin, de son propre itinéraire de conversion. Il propose des parcours aussi d'initiation, mais peut-être ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il propose une exposition itinérante. Donc on peut faire venir, il y a un endroit sur le site où on peut accueillir, enfin on peut, disons, remplir un formulaire pour accueillir l'exposition voilà, dans son église. Et puis c'est une exposition itinérante, donc on a, je crois, 6 ou 7 panneaux qui sont illustrés avec des détails justement issus du livre. Donc je trouvais ça aussi intéressant d'avoir ce type d'initiative. Vous voyez, encore une fois, un petit peu clé en main, mais qui permet de générer des conversations quand on arrive sur place, de capter des échanges voilà, au sein de vos publics. La fresque du climat, bon ça je m'attarde pas trop dessus parce que je pense que tout le monde, j'espère, l'a déjà faite. Nous on l'avait fait en agence de communication, c'est quelque chose qui marche voilà, très fort dans les entreprises évidemment, mais ça se déploie aussi beaucoup dans les paroisses, là, comme on peut voir dans cet article. C'est un article d'ailleurs assez voilà, intéressant qui date de cette année, qui explique justement que c'est de plus en plus voilà, répandu. Euh, et d'ailleurs, c'est sans doute aussi le fait des liens qui sont faits avec Église Verte, qui propose aussi des fiches très synthétiques, des formations, tout un tas de documentation pour se mettre le pied à l'étrier, pour en organiser une facilement. Bon, c'est pas compliqué, mais il faut soit inviter un fresqueur, soit se former. Donc c'est voilà, on peut le faire soi-même, ça demande un peu de temps. Mais comme vous voyez, Église Verte met même aussi à disposition des ressources, euh, des éléments personnalisables, comme là à droite, vous avez une invitation personnalisable avec son logo. En fait, tout est à peu près fait pour faciliter l'installation de l'organisation d'une fresque pour le climat. Bon, vous voyez tous, hein, et pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est la fresque, c'est on essaye en fait de recréer euh, schématiquement toutes les conséquences du réchauffement climatique, mais surtout d'établir des liens entre chacun et d'arriver à cette fresque assez globale qui vous permette comme ça d'avoir une vraie révélation entre guillemets sur l'étendue de ce que ça représente. C'est un atelier qui est collaboratif, très ludique, très positif, et voilà, ça marche très bien et ça permet de prendre conscience. Donc je recommande vivement cet atelier. Et pour apporter une dimension ludique, on a des choses je ne sais pas si vous connaissez cet outil Ma Petite Planète, donc c'est une application qui propose des challenges euh, sur des temps définis autour de défis écologiques à réaliser en groupe avec son entourage, donc ça peut être au sein de sa famille, euh, et ça peut être au sein d'un groupe, voilà, un groupe religieux, donc c'est quelque chose qui avait été fait. Là, j'ai repéré voilà, quelques paroisses qui avaient lancé des challenges. Je crois que ça avait été fait aussi, il me semble, par Église Verte, qui avait lancé aussi un défi sur Ma Petite Planète. Donc c'est intéressant parce que, disons que passer par le prisme d'une application des nouvelles technologies, ça peut permettre aussi d'impliquer un public plus jeune, plus familial aussi, parce qu'il y a quelque chose, il y a une dimension un peu ludique. Là, ce qu'en disait du coup cette paroisse, c'est qu'elle disait, voilà, c'est l'occasion d'apprendre à se connaître autrement. Le jeu, c'est une opportunité de faire fraternité tout en s'amusant. Il y a beaucoup d'échanges qui se passent notamment sur WhatsApp pour se motiver. Et dans les exemples de défis, c'est acheter des produits, rejoindre une AMAP, faire du ramassage de déchets. Donc c'est très pratique. Mais ça passe par le prisme d'une application qui donne un peu un challenge dans un temps un peu court. Donc ça permet de se mettre le pied à l'étrier en l'espace d'une dizaine de jours ou d'un mois. Et c'est super intéressant. Il existe aussi une expo itinérante, expo photo. D'accord, ok, je l'avais pas en tête. On pourra l'ajouter dans les exemples. J'aime bien cette idée effectivement d'avoir des expos itinérantes. C'est assez intéressant. Donc voilà. Et donc pour Ma Petite Planète, pareil, il y a des webinaires gratuits pour comprendre comment organiser, comment lancer un challenge. Tout ça est facilité. Mais c'est une ressource intéressante. Et puis après, les espaces en ligne pour partager. Bon, il n'y a pas énormément d'espaces de référence, mais vous en avez à la fois sur le climat, sur l'écologie, avec différents collectifs, groupes, Facebook, que vous pouvez rejoindre et qui partagent des initiatives. Et puis là, on a ce groupe aussi, Bible et Création, qui est intéressant parce que parmi les membres, on a des gens qui sont
assez engagés sur ces sujets et, et qui, et qui permettent de, voilà, enfin, qui permettent d'être au courant des initiatives, de webinaires, d'animations, de moments de partage, etc. sur ces sujets. Ah, très bien, vous l'aviez fait alors, catholique pendant le carême, d'accord. Et du coup, ça avait bien marché. Peut-être que vous pourrez nous dire dans le chat si c'est quelque chose que vous referiez. En tout cas, je trouve que l'initiative est assez intéressante. Oui, très bien, on le refera. D'accord. Oui, effectivement, sur les actions, il peut y avoir des choses plus anecdotiques. Bon, il faut penser que il faut que ce soit des choses à la fois accessibles pour tous, des plus petits actes, même un peu, voilà, fameux petits gestes dont on peut, voilà, dont on peut questionner voilà, l'impact, mais voilà, l'idée, c'est aussi d'avoir une multitude de challenges, des plus faisables, enfin des plus engageants, moins engageants. Donc, merci en tout cas pour vos commentaires et vos partages d'expérience. Autre conseil, donc, communiquer par l'exemple et la pratique. Nous, ce qu'on voit effectivement, c'est que dans les enseignements de notre étude, on voit que les actions plébiscitées par les pratiquants, alors j'ai mis chrétiens, mais c'est valable pour chrétiens et protestants pratiquants, euh, les, les actions plébiscitées, mettre en place des actions au sein de sa communauté, actions de préservation de l'environnement, économie, adhésion à l'Église verte, etc., inviter des experts des associations, rendre le sujet présent dans l'homélie, le message ou la prédication du pasteur. On voit qu'il y a ce besoin, en tout cas cette volonté d'avoir des actions concrètes euh, au sein de son Église. Donc, communiquer par l'exemple, c'est le conseil qu'on peut en tirer, c'est-à-dire ce qu'on vient de voir, hein, se rapprocher d'acteurs engagés sur les thématiques de l'écologie, acteurs évidemment comme ceux qu'on vient d'évoquer, Église verte, Arocha, peut-être aussi le mouvement Laudato Si, mais d'autres collectifs. Je parlerai après de lutter contemplation, par exemple. Ça veut aussi dire participer à des événements, à des grands temps forts et y associer des thématiques, des réflexions sur l'écologie. Ça peut aussi vouloir dire se tenir au courant de l'agenda environnemental pour organiser des moments de sensibilisation lors de ces moments d'action. Il y a la journée de la Terre, la fête de la nature, le World Cleanup Day. Voilà, on n'est pas obligé d'attendre effectivement euh, certains temps forts voilà, que vous maîtrisez très bien. On peut aussi trouver dans l'agenda environnemental grand public, entre guillemets, d'autres occasions en fait, hein, de prendre la parole et d'organiser les temps forts qu'on vient de voir, une fresque, un défi sur ma petite planète, etc. Pour quelques exemples rapidement, pour après passer aux autres, à la suite des conseils, mais sur les acteurs, vous les connaissez déjà, hein, en plus de ce qu'on vient de voir sur Arusha. Église verte, j'y reviens pas, on en a parlé, mais simplement pour dire qu'il y a beaucoup de ressources, hein, très pratico-pratiques, des fiches aussi à disposition qui peuvent être utilisées. On peut citer aussi peut-être les Chrétiens unis pour la terre, qui propose alors des ressources hyper intéressantes, mais aussi une newsletter que j'ai trouvée très complète. Pareil, vous pouvez vous abonner, ça vous donne des idées à la fois d'événements de temps fort et d'éléments de réflexion. Alors, on a voilà, l'agenda est assez fourni, donc c'est assez intéressant, des choses auxquelles vous pouvez potentiellement vous inscrire pour poursuivre la réflexion. Ressources intéressantes. Les formations à Rocha, j'y reviens un tout petit peu, mais simplement pour dire, et vous n'hésitez pas à compléter, que c'est aussi l'occasion l'été de proposer des ateliers sur comment sensibiliser, parler d'écologie, animer des ateliers sur le sujet, donc avec des choses aussi très concrètes. C'est à la fois un temps fort dans l'année, mais c'est aussi des moments de formation hyper intéressantes. Voilà, autre réseau Lutter Contemplation que vous connaissez peut-être, donc collectif très très récent, qui souhaite porter une voix chrétienne dans les luttes écologiques et sociales. Donc voilà, avec une autre façon peut-être d'agir, mène des actions de plaidoyer auprès des responsables économiques, mais aussi des 1 actions juillet au 3 militantes. août. Pardon, pardon, n'hésitez pas à intervenir. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui.
Ouais, on t'entend toujours, Rémi. Ok, pardon, excusez-moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas eu donc intéressantes et des actions militantes, voilà, comme ils le décrivent, actions militantes de terrain, joyeuses et créatives. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on parle justement de communication et de discours, eux essayent de renouveler un peu le discours justement avec quelque chose de plus délié euh, pour mêler foi et climat. Donc les grands événements fédérateurs, vous les connaissez, le temps pour la création, c'est des moments importants, intéressants pour mettre en place, c'est des occasions pour mettre en place les initiatives qu'on vient d'évoquer. La nuit des églises, qui n'est pas dédiée aux thématiques de l'écologie, mais qui peut être un moment pour justement, si vous choisissez le thème de la création par exemple, ça peut être un moment justement pour réfléchir à ça, pourquoi pas organiser une fresque à ce moment-là, pourquoi pas organiser des défis, etc. C'est des temps forts qui me paraissent intéressants. Et dernier conseil, avant de passer à la suite, c'est que nous, en fait, dans notre étude, quand on a fait notre étude, donc encore une fois, pas représentative de tous les catholiques et protestants pratiquants français, mais c'est un panel relativement réduit de pratiquants qu'on a interrogés. Donc, simplement, ce qui est important là, c'est de noter les tendances. Et c'est ça qu'on a essayé d'exploiter pour en faire pour les traduire en conseils. Donc retenez aussi que ce sont des tendances, mais on a pu identifier ce qu'on appelle des profils, des clusters, des personas, voilà, des profils types au sein des pratiquants qu'on a interrogés. C'est important en fait d'avoir ces profils en tête pour pour simplement vous dire que la communication doit s'adresser de façon un peu spécifique à ces différents profils et qu'en fait c'est normal d'avoir une réception un peu différente au sein d'une même communauté parce qu'en réalité on a des rapports différents à la question du climat et aux valeurs et à la foi, etc. Donc c'est important d'avoir en tête que vous faites face aussi au sein de vos communautés à différents profils et que c'est important de les prendre en compte. Donc, très rapidement, je vais peut-être pas les détailler ici, mais on a identifié 3 profils de protestants pratiquants au sein de notre enquête. Encore une fois, vous aurez tous les détails dans l'étude. Jeunes climato-sceptiques, attentistes éloignés de l'Église, pratiquants idéalistes. C'est très schématiquement décrit ici, hein, vous arrêtez pas sur les intitulés. Ce qu'il faut retenir, c'est que nos 3 profils ont des rapports différents à l'écologie et au climat. On a par exemple ce qu'on a appelé jeunes climato-sceptiques, qui sont effectivement le profil un profil plus jeune, qui sont très engagés dans leur vie de l'Église, mais aussi en phase avec leur époque, donc en proie à des discours et des idées qui peuvent être paradoxales, notamment sur le climat. Pour eux, l'Église est perçue comme un acteur hyper pertinent sur ces sujets. Donc, c'est un profil que vous avez. Les attentistes éloignés de l'Église, donc on a des gens ici qui sont moins pratiquants, mais en revanche, qui ont des comportements qui sont plutôt de l'ordre voilà, de l'attentisme. Enfin, c'est pas des gens qui sont dans l'action. Donc, c'est pas des gens qui vont être fermés à l'action, mais qui vont pourtant on va pouvoir aller les convaincre si on insiste, mais c'est pas des gens qui seront a priori réceptifs tout de suite au message. Et puis les pratiquants idéalistes, qui voient dans l'Église un acteur de confiance légitime pour porter ces sujets, et qui effectivement ont plus une problématique de moyens, de comment on fait, comment on légitime ce lien entre foi et écologie. Et c'est ça qui agit plutôt comme un frein. Mais on voit que c'est des choses qui peuvent être levées avec ce qu'on vient d'évoquer. Donc retenir de ce conseil simplement que nous, ce qu'on retire de nos études, c'est que vous avez des profils de pratiquants qui peuvent être différents, qui ont des valeurs différentes. Et il va s'agir de communiquer de façon un tout petit peu différenciée auprès de ces différents publics. On pourra voir après comment on fait. Donc voilà pour cette première partie que je voulais consacrer à les enseignements de l'étude sur les chrétiens pratiquants au sens large. Je voudrais passer maintenant à une deuxième partie où on va s'intéresser plutôt à des conseils issus de la communication sur le changement climatique. Donc on ne parle plus ici de public pratiquant, mais du public au sens large, et je trouvais intéressant de compléter avec ces conseils.
Donc la recherche en climate communication, vous aurez des liens vers les études en question. L'idée, c'est qu'on est allé chercher en fait toutes les études en climate communication depuis à peu près une dizaine d'années pour voir justement lesquelles étaient les plus pertinentes et quels conseils de façon générale on pourrait en retirer pour communiquer sur le climat. Donc aux 5 conseils que vous venez de voir, 5 nouveaux conseils, mais on va aller plus vite, promis, comme ça on pourra échanger ensuite. Premier conseil qu'on en retire, c'est que plus globalement, toutes les histoires ne se valent pas. Chaque narratif a ses effets, et on voit bien que entre parler de l'écologie comme une guerre et parler de l'écologie comme une course contre la montre, par exemple, on ne va pas avoir le même impact. Chaque mot est vecteur, chaque expression est vectrice d'émotion, d'imaginaire, de réaction. Donc ils sont pesés et à choisir avec soin. Comme je vous le disais, si on parle de l'action contre le changement climatique, si on le pense comme une guerre, on va tout de suite avoir une dimension de risque, d'urgence qui va entrer, on va avoir cette pression qui va nous venir tout de suite. Si on dit que c'est une course contre la montre, on va avoir cette notion de rapidité, mais on va peut-être perdre aussi cette notion de cette notion de militantisme plus fort. Si on parle de solutions, de recherche de solutions, on va évoquer, vous voyez, tout le territoire de l'expertise, de l'innovation, mais on sera moins dans cette idée d'urgence. Donc chaque narratif a ses effets. Vous voyez, on a eu des choses qui parlaient plutôt du changement climatique comme une guerre, et vous voyez qu'on est dans le champ lexical presque un peu militaire, etc. Donc ça, c'est des territoires qui peuvent générer du rejet. Alors que quand on est sur la recherche de solutions, quand on est sur le climat comme une ouverture vers un champ de possibles pour y arriver, pour essayer de résoudre la crise climatique, on voit que tout de suite on arrive sur des choses plus positives. C'est ce qui a été d'ailleurs exploité là dans le dernier numéro spécial de La Croix, qui était hyper intéressant à ce titre-là. Sans doute que certains d'entre vous l'ont feuilleté. Donc choisir ces expressions, vous voyez, chaque expression est vectrice d'imaginaire. Donc les choisir avec soin, c'est intéressant, ça rejoint le premier conseil qu'on avait évoqué. Utiliser des mots normaux, ça c'est un deuxième enseignement des études en communication sur le climat. Il y a une expérience qui a été menée où des expériences lisaient un contenu équivalent sur le fond, mais dans un cas, le message utilisait un jargon scientifique, des acronymes, des termes techniques très liés à l'écologie, par exemple, et dans d'autres cas, des termes plus simples, accessibles, du langage courant. Et le résultat est sans appel, donc l'utilisation d'un jargon, que ce soit scientifique ou militant, diminue fortement l'engagement et l'intérêt des lecteurs ou des lectrices. Donc le sentiment de ne pas connaître suffisamment le sujet peut générer un frein. Donc là, vous avez l'illustration à gauche, en fonction des mots qu'on choisit. Si on va choisir, on en parlait tout à l'heure, biodiversité, bilan carbone, etc., on va perdre de l'intérêt, on va générer moins d'engagement, alors que si on parle avec de faune et de flore, on parle d'économie sociale et solidaire avec des mots un peu de tous les jours, on va avoir un discours. En tout cas, on va générer un discours qui paraîtra plus clair et l'implication va être décuplée. Quelques exemples pour illustrer cela. Quand on parle évidemment là de bilan carbone, j'améliore mon bilan carbone, on voit bien qu'on est presque dans le champ lexical de l'entrepreneuriat. Enfin, le bilan, c'est quelque chose qu'on fait pour son entreprise ou chaque année de façon professionnelle, mais c'est difficile, même si c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans les communications, dans la publicité. En réalité, la réception peut être plus compliquée par le grand public. Quand on parle d'empreinte, on l'avait vu, et puis les liens qu'on peut faire avec la religion, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Bon, carbone, neutre en carbone, zéro carbone, etc. Ça, c'est des choses aussi qui peuvent paraître obscures. Donc, encore une fois, le conseil de bien choisir ces mots et d'utiliser un langage simple. Troisième conseil, plus d'informations scientifiques ne veut pas dire plus d'implication. Déverser des faits scientifiques ne suffit pas à convaincre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. On a vu, c'est un des conseils. La figure scientifique est une figure de confiance, de référence. Donc, il faut l'utiliser, mais ne pas se limiter à des chiffres. Donc, ça paraît évident, mais c'est intéressant. En fait, quand on l'explique, parce que finalement, les faits passent au filtre de notre éducation, de nos valeurs, et c'est particulièrement vrai pour le sujet du changement climatique, sur lequel l'influence des valeurs sur la perception est la plus forte.
Donc, c'est-à-dire que la perception des faits scientifiques va fortement varier en fonction de nos croyances, de notre orientation idéologique et de nos valeurs. Il y a une étude qui a été menée notamment sur une partie de la population et on a vu que par exemple la croyance dans le marché, donc certaines orientations aussi politiques, c'était l'élément le plus prédictif de l'attitude finalement vis-à-vis du changement climatique, plus que le niveau d'éducation ou le fait d'avoir été confronté à des catastrophes climatiques. Vous voyez, le filtre des valeurs est hyper important et donc finalement, peu importe le fait scientifique, si on n'a pas travaillé l'angle des valeurs en amont, on risque voilà, de taper, enfin en tout cas de tirer à côté. Un exemple ici très rapide, mais c'est cette campagne, vous avez dû voir passer peut-être pour les Parisiens, de l'Association pour un réveil écologique, donc qui avait permis d'avoir enfin il mettait en avant un QR code, un flash code depuis une affiche qui permettait d'accéder à un résumé du rapport du GIEC, donc c'est super. Encore une fois, super initiative, mais est-ce que ces données, même résumées, suffisent à convaincre? A priori non. Donc ça veut dire que derrière, il faut accompagner la lecture, confronter ces faits à des éléments liés aux valeurs, etc., etc. Vous voyez ce que ça peut évoquer. Les faits scientifiques ne suffisent pas à convaincre. Oh, pardon, je reviens. Quatrième conseil, faire parler les vrais gens. L'empathie est un moteur d'action puissant. Il y a une étude qui a été menée et qui a montré que personnifier les messages avec la bonne personne, c'était un moyen efficace de convaincre, notamment pour les publics les plus réticents. L'étude mettait en avant un exemple où on parlait de changement climatique et de l'impact sur les océans et la biodiversité marine. Dans cet exemple, le pêcheur qui témoigne de la dégradation des conditions de pêche, c'est le meilleur ambassadeur, c'est évalué comme le meilleur ambassadeur pour le public visé. On pourrait parler chez nous sur des problématiques de consommation, de mettre en avant la figure par exemple de l'agriculteur, dont on sait qu'elle est plutôt valorisée par les Français en général. L'exemple à gauche qu'on montre, c'est que orienter, personnaliser une initiative, une nouvelle, on voit que ça va générer de l'empathie. Vous voyez entre deux angles d'information, qui pourraient être deux titres d'articles, deux nouvelles vagues de chaleur ont ravagé les côtes grecques, très difficile de s'engager, ça semble lointain, on ne se sent pas impliqué. Si on a quelque chose qui commence par j'ai perdu ma maison et tous mes biens, ok, de l'empathie tout de suite, on ressent de l'engagement, on va avoir envie de lire. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez bien exploité par la presse, et notamment la presse en ligne. Là, vous avez un exemple là, de cet été que j'ai trouvé assez intéressant. Vous voyez, on s'est pris le réchauffement climatique en pleine tête. L'idée là de France Info, c'était de demander à des lecteurs d'envoyer des cartes postales de leur été caniculaire, donc avec les conséquences du réchauffement climatique. Bon, on n'a pas de photos de visage, etc., mais les photos, c'est personnalisé, et en tout cas, vous voyez que dans les titres, on est sur quelque chose de très personnifié, on a de l'empathie, on a envie de lire, et c'est quelque chose tout de suite qui génère comme ça un lien de proximité. C'est quelque chose aussi qui est beaucoup utilisé, vous savez, dans les campagnes pour soutenir soit le commerce, soit son commerce local, enfin sur les campagnes à une échelle locale, à l'échelle d'une ville ou d'une métropole, c'est des choses qui sont beaucoup utilisées en communication. On met des portraits, on met les gens, voilà, c'est quelque chose qui peut être utilisé. En tout cas, vous pouvez y penser en matière de communication. Mettez en avant, s'il y a une initiative, mettez en avant la personne qui va faire la formation, mettez en avant la personne ou la persona, ou en tout cas le personnage qui serait représentatif du public que vous allez viser, et ça permet de générer de l'empathie. Et dernier conseil peut-être, avant qu'on puisse échanger, faire peur ou donner de l'espoir, le bon équilibre. Un discours 100% alarmiste ou uniquement positif ne suffit pas. En fait, ce qu'on a observé, c'est que les messages positifs, donc axés sur les solutions, l'impact individuel, la réduction des émissions, etc., augmentaient l'espoir, mais réduisaient la perception des risques, provoquaient pas suffisamment de passage à l'action. Et à l'inverse, les messages alarmistes accélèrent les intentions d'adaptation au changement, amplifient la perception des risques, mais peuvent submerger une partie du public qui se réfugiera plutôt dans l'immobilisme. Donc il y a une sorte de zone idéale, hein, comme on le voit à gauche, entre le fait de dire il y a urgence et puis tout est possible. On l'a vu, hein, c'est un discours qui est intéressant,
parce que ça permet de mettre en scène toutes sortes d'acteurs, d'avoir une approche constructive, mais en même temps, on voit que ça peut avoir ses limites, et donc cette zone un peu, voilà, cet entre-deux, entre gravité et espérance, semble être le compromis idéal pour passer, pour pousser à l'action. Donc voilà, là on peut regarder quelques exemples ici. Vous voyez que dans un discours comme ça, quand on dit il y a urgence, la planète survivra, vos enfants sûrement pas, on voit ce que ça peut provoquer, évidemment, ça donne une conscience des risques hyper forte, mais en même temps, ça peut générer des freins. On se dit, bon, ben, finalement, c'est tellement fort que moi, à mon échelle, je peux rien y faire. Ça peut générer du rejet. On sait que c'est une communication qui est euh, dans dans l'écosystème des organisations climat qui est utilisée notamment par les plus activistes d'entre eux. On voit ici Extinction Rebellion, voilà, ceci est une urgence, désolé pour le dérangement, on vient placarder, vous savez, des choses, soit sur les voitures, soit c'est des choses comme ça peut provoquer du rejet. Alors, mettre en avant l'urgence, c'est important, mais ça peut provoquer du rejet. Et des messages orientés solutions, positifs, voilà, on voit que c'est des choses qui sont beaucoup plus utilisées dans les communications qui cherchent à engager, notamment les publics les plus jeunes, mais on voit que ça peut réduire la perception des risques. Alors, je crois qu'il y avait une réaction justement sur le hors-série, La Croix sur les solutions pour le climat. Effectivement, ça peut avoir des fois cette tendance à ne pas assez mettre en avant les risques. Donc, vous voyez qu'il y a ce compromis qui est difficile à trouver hein, en réalité dans des communications. Il faut arriver à trouver un entre-deux. On avait travaillé, nous, sur cette campagne pour Unicité, sur des missions pour les jeunes, en tout cas pour les impliquer dans des missions de solidarité et d'action environnementale. Et on avait trouvé finalement que le bon compromis pouvait être dans l'urgence d'agir finalement. C'est-à-dire, voilà, c'est à la fois très urgent, on peut agir et donc il faut, voilà, agissons maintenant, on peut le faire, on a de l'énergie, on peut agir. Donc ça me semblait être un, un compromis, enfin une façon intéressante d'illustrer ce compromis entre l'urgence et ce côté solution. Voilà, je suis passé un peu plus vite pour ces cinq bons conseils, mais on arrive déjà à la fin de cette présentation.